Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont en mode vigilance extrême, bien sûr, et qui évaluent en temps réel l'évolution de la situation. On est évidemment reparti sur une aversion au risque maximum, avec des indices européens qui reculent de 3% environ à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, le marché qui prend acte également d'un train de sanctions sans précédent décidé par les Occidentaux, Europe, États-Unis, contre la Russie. Le marché action russe n'ouvrira pas aujourd'hui. Le rouble, si tant est que le rouble soit encore une devise convertible aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas techniquement parlant, le rouble s'effondre évidemment à des niveaux historiquement bas. Et puis sur le compartiment des matières premières, là aussi, des vecteurs sensibles de la transmission de cette crise ukrainienne vers l'Europe notamment. Les prix sont à nouveau tirés à la hausse aujourd'hui avec un baril de Brent qui tourne toujours autour des $100. Voilà pour les infos clés du jour. Le plan de trading, plus que jamais nécessaire dans cette période compliquée. On notera quand même que les marchés restent très techniques pour l'instant. Pas de panique au sens strict du terme et des niveaux techniques qui sont respectés à la lettre. Romain Dobry sera avec nous évidemment en plateau pendant cette demi-heure. Et puis nous évoquerons également la situation américaine avec l'enjeu de la réserve fédérale américaine. Tout d'abord, la réunion de la Fed est programmée les 15 et 16 mars prochains, mais nous aurons déjà deux discours même pour le prix d'un de Jérôme Powell cette semaine avec le témoignage semestriel habituel du président de la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que le conflit ukrainien peut changer à la stratégie de resserrement de politique monétaire de la réserve fédérale américaine? Question que nous poserons à Thomas Koster qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève dans quelques minutes, économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Et le marché donc qui réagit en temps réel à l'évolution de la situation sur le plan géopolitique, bien sûr, une baisse de 3% à mi-séance pour les indices européens. Les infos clés avec Alix Nguyen. La semaine s'amorce en forte baisse à Paris. L'aversion au risque est à son comble après le durcissement des sanctions occidentales contre la Russie. L'Union européenne, les États-Unis et le Canada ont exclu plusieurs banques russes du réseau interbancaire SWIFT et Vladimir Poutine de répliquer en mettant sa force de dissuasion nucléaire en état d'alerte. Les avoirs en devises de la Banque centrale russe sont eux aussi visés. Cette dernière a d'ailleurs relevé son principal taux directeur à 20% contre 9,5% auparavant afin de soutenir le rouble. Ce dernier a chuté de 30% face au dollar par rapport à son cours de clôture vendredi. La Banque centrale russe a également ordonné aux acteurs de marchés locaux de rejeter les ordres de vente d'actions russes ce lundi émanant des clients étrangers. Sur le front du pétrole, le baril de Brent bondissait de près de 5% ce matin à 98,70$ après un pic de 101,28 et ce à 2 jours de la réunion de l'OPEP+. Les contrats futurs sur le naturel gaz bondissent quant à eux de 22% à 113,60€ le mégawattheure à Amsterdam. En conséquence, les groupes spécialisés dans les énergies renouvelables sont convoités. Neonen et Voltalia sont en nette progression. Les autres matières premières flambent, des métaux dont l'or en passant par le café et les céréales. Les cours du blé ont bondi de plus de 9% sous l'effet de crainte d'un arrêt des livraisons en provenance de Russie et de l'Ukraine. Celle-ci représente environ 30% des exportations mondiales. Et puis une info Bloomberg, Société Générale et Crédit Suisse vont suspendre leurs opérations de financement du négoce de matières premières en Russie. Par ailleurs, BP a annoncé qu'il allait céder sa participation de 20% dans le groupe pétrolier russe Rosneft. À Londres, BP chute. À Paris, Total Energy baisse d'autant. Actionnaire majoritaire du constructeur russe Avtovaz, Renault dégringole aussi. Et puis les valeurs de défense sont particulièrement recherchées alors qu'Olaf Scholz annonçait ce week-end que l'Allemagne allait désormais consacrer au moins 2% de son PIB aux dépenses dans le secteur de la défense. Thales bondit, Dassault Aviation aussi. Tendance, mon ami, dans des marchés compliqués. C'est avec Alix Nguyen, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Et nous parlons évidemment de ce qu'on connaît dans Smart Bourse, à savoir la dynamique des marchés, les enjeux économiques et monétaires, financiers au sens large, autour de ce conflit géopolitique majeur qui oppose la Russie à l'Occident à travers l'invasion de l'Ukraine. Et le plan de trading est nécessaire dans ce contexte de marché compliqué. Romain Dobré est à mes côtés en plateau, évidemment. Bonjour Romain. Bonjour. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Si on essaye d'être assez froid et clinique sur la situation de marché, donc moins 3% au moment où on se parle sur les indices européens, qui n'ont pas remarqué de nouveaux plus bas par rapport à la baisse de jeudi dernier. Vous confirmez l'idée que les marchés, à ce stade, ne sont pas en mode panique et restent plus que jamais techniques. Oui, vraiment. On le voit et on a des cibles graphiques et techniques qu'on est allé chercher jeudi, dans un triste contexte certes, mais qui ont montré la technicité des marchés, effectivement, l'absence de panique. On avait évoqué cette vague de Wolf sur l'indice parisien depuis maintenant la mi-janvier. La cible a été cherchée à 20 points ou 30 points près, 6461 points, et le marché a rebondi de façon invraisemblable derrière dans le contexte. C'est pareil pour l'Eurostoxx, on le verra aussi. De la même façon sur les indices américains et le Nasdaq qu'on prendra en exemple. Voilà, les opérateurs étaient prévenus, ils étaient prudents, pas peut-être pour les mêmes raisons, mais en tout cas les portefeuilles étaient couverts à court terme. On ne se préparait pas à ce type de crise géopolitique, mais non. On était prêt à un certain nombre de risques sur les marchés, à commencer par le durcissement des politiques monétaires, etc. Exactement. Ouais. Et donc ça fait que les investisseurs étaient pour certains sous-investis, soit parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de rentrer, soit parce qu'ils avaient décidé d'être prudents. Les portefeuilles étaient couverts dans ce contexte, effectivement, de politique de hausse des taux, notamment. Et donc, ça a servi d'amortisseur. Et pour l'instant, on est allé juste chercher des seuils d'alerte de moyen terme. Donc, le scénario se passe dans une correction de façon assez propre. Alors, assez propre, c'est à relativiser, puisque si on regarde du côté des marchés dérivés, il y a un niveau de couverture qui était déjà important. Il est passé à 1,40 là sur le CAC. En ce moment, il était à plus de 2 jeudi soir. C'est-à-dire que dès vendredi, dans le rebond, probablement, des opérateurs ont acheté des calls. Ils n'ont pas vraiment allégé la partie put, mais ils ont acheté des calls. Donc, ils ont joué le rebond. Ils doivent être un peu peut-être sous pression aujourd'hui. C'est ce qui doit accentuer les mouvements, faire que le marché bouge un peu. Mais il reste sur des niveaux techniques. Du côté des futurs, eh bien, on a construit à peu près dans tout le mouvement de baisse global avant l'attaque de l'Ukraine, et on avait ouvert 3000 contrats futurs dans la baisse, ce qui était faible sur une position globale de 260 000. On en ouvre 15 000 de plus jeudi, pour des opérateurs probablement en retard, puisqu'on a ouvert avec un gap baissier, et donc qui ont dû se positionner à la baisse. Donc probablement pris à contre-pied dans le rebond de vendredi, ou qui ont alimenté le rebond de vendredi. Ce rebond, il est lié à ça. Il est lié à l'espoir que les banques centrales soient plus accommodantes. Il est lié au fait que des opérateurs ont du cash et se placent en repli, qu'on a acheté tous les replis depuis 2 ans maintenant, et que là, le repli est plus marqué que les autres. Qu'on arrive sur des niveaux techniques et des cibles graphiques identifiées par le marché. Donc les algorithmes aussi se sont mis en place pour intervenir là-dessus. Et probablement, tout le monde n'a pas eu le temps de rentrer dans ce marché, puisqu'on sait que les gestions disaient que depuis le mois d'août, ils avaient eu encore de nouveaux entrants, que les opérateurs étaient là. Alors ça va au chapitre des bonnes nouvelles, avec donc une pression baissière limitée, et seulement sur les 18 000 contrats ouverts, seulement 5 000 contrats futurs clôturés au cours du rebond de vendredi. Donc des vendeurs qui conservent la main, on le constate aujourd'hui, en termes spéculatifs purs. Pour le reste, on a des comportements qui ne sont pas très sains et qui restent dans cette logique d'une phase de correction plus marquée. Maintenant, c'est là où la partie va devenir le plus difficile. On pourrait avoir vu le point bas de la vague A, la première vague de correction, pour un mouvement de correctif en ABC, et il y a beaucoup d'éléments dans le comportement des marchés, des écarts sur le Nasdaq qui ne sont pas normaux, qui sont excessifs et qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Le fait qu'il y ait quand même de la complaisance et des opérateurs qui réagissent de façon assez détendue dans ce marché. On a tous vu cette infographie sur le fait que les conséquences des conflits armés à moyen terme sont peu importantes. On n'est pas dans la même séquence qu'habituellement. C'est-à-dire que là, c'est une séquence de correction, à mon sens. Et quand on en juge par les volumes à la baisse sur l'indice parisien, on perd 3,80% avec 9 milliards, on rebondit 3,60% avec 6. Donc pour l'instant, on a des volumes plus lourds à la baisse et on est en train de sortir globalement du marché, et c'est un mouvement qu'on n'a pas entamé hier. Donc comment va réagir le marché ensuite? C'est là où il va falloir surveiller et défendre ces niveaux techniques, c'est important. On note la surperformance des marchés américains dans ce contexte-là, pour lesquels, eux, le volume a été supérieur dans le rebond pour l'instant. Ouais, effectivement, des marchés actions américains qui font office, entre guillemets, de valeur refuge dans un contexte géopolitique qu'on suit et qu'on connaît. Si on prend comme indice de référence le Nasdaq 100, Romain, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique de cet indice américain aujourd'hui ?
Il fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il est allé chercher cette oblique baissière de la semaine dernière. J'ai pas changé grand-chose par rapport au graphique de la semaine dernière. En fait, on est allé taper cette zone basse et ce niveau d'alerte de long terme. On s'est arrêté dedans et on a rebondi très très puissamment. On pourrait mettre en place donc ce biseau et ce rebond pour une vague complémentaire. On a un niveau vraiment à surveiller, 12 965, 13 320. Sous ce niveau-là, il y a un vrai risque d'accélération plus marqué et on pourrait à peu près doubler le mouvement de baisse qu'on a connu depuis le début de la séquence baissière pour aller chercher une zone située entre 10 690 11 585. Ça paraît des cibles légitimes. On serait à ce stade-là juste dans une consolidation assez légitime d'un mouvement entamé en mars 2020. Maintenant, la question, c'est que comme les portefeuilles sont couverts, comme le marché oublie un peu vite et qu'on a souvent, dans des grandes phases de correction, des rebonds, eh bien, on pourrait avoir un mouvement de rebond très significatif, important de 5 à 6% sur les indices européens, de 10, 12, 13% peut-être sur le Nasdaq, se mettre en place. On pourrait, pour l'instant, on n'a pas encore formé de figure de retournement haussière. On invite toujours, dans ces circonstances-là, à ne pas se jeter sur le papier, à part à titre dynamique. Il y avait un point d'entrée, effectivement, des choses à faire sur la cible de la vague de Wolf, de rentrer à titre dynamique, mais pour acheter le marché, d'avoir au moins 2 appuis sur un niveau, d'avoir une figure de retournement qui se met en place. Et on voit bien que ceux qui croyaient avoir à manquer le train vendredi ont des opportunités pour le faire aujourd'hui et manifestement sont relativement prudents. Oui, et d'ailleurs, un rebond technique, c'est toujours cette histoire de vague de Wolf que vous nous montrez depuis des semaines maintenant sur différents indices, sur le CAC, mais vous avez repris également l'historique du Nasdaq 100 époque 2000, mars 2000, septembre 2000, donc un graphique en unité mensuelle, pour montrer effectivement le temps que peut prendre ce schéma de vague de Wolf avant de déclencher, alors c'est ce que vous appelez la vague C, qui est la plus profonde et qui nous amène sur les points les plus bas. Voilà, alors là j'ai pris un cas extrême de correction en ABC. Souvent les mouvements de correction, les mouvements correctifs dans le marché se font en plusieurs séquences. Parfois pas, parfois ils prennent du temps. Là j'ai pris le cas de figure le plus classique, on va dire, avec un mouvement de correctif A et un rebond. Et cette période mars 2000, septembre 2000, séquence au cours de laquelle il a fallu que le marché se retourne. Donc pour dire que le rebond potentiel, s'il se met en place ici et si les niveaux de support ne sont pas rompus, peut prendre beaucoup de temps et faire oublier aux opérateurs la phase corrective dans laquelle on se trouve. Et donc après le mouvement d'accélération C, qui en septembre 2000 était particulièrement conséquent, lié au contexte, lié aux excès de la bulle Internet. Toutes les séquences ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a des séquences qui mettent 3 ou 4 mois avant de déclencher un mouvement de correctif et qui est moins important que celui de septembre 2000, qui a débuté en septembre 2000. Mais c'est pour bien rappeler que voilà, ce rebond, qu'on appelle souvent le rebond du chat mort, peut mettre du temps et il peut faire oublier aux opérateurs le risque. Donc, dans ce contexte-là, d'inviter à être évidemment de l'accompagner, pourquoi pas, stratégiquement, si on a du cash, qu'on est en avance. On ne sait pas ce qui va se passer sur le marché. Il peut aussi que le marché se mette à passer dans une zone de trading range et ne plus baisser et à stagner pendant des semaines. Ce serait le pire cas de figure, mais ça peut être le cas. Et donc, de rappeler que voilà, le rebond et une vague B peut être très longue et qu'elle peut faire oublier, notamment, c'est généralement les mains faibles, le risque. Comment est-ce que la situation se traduit là sur l'Eurostock 50, si on prend les indices européens aujourd'hui, Romain ? Toujours hyper technique. On est sorti du canal haussier de moyen terme. On est allé chercher, mais au point près, la cible. Vous voyez le cible entouré avec la petite ellipse bleue. La cible, la duplication du canal précédent, c'est fait au point près, comme la vague de Wolf sur le CAC, etc. Donc un marché hyper technique qui en plus s'est offert le luxe d'un énorme rebond derrière et qui pour l'instant est un cran plus bas dans une zone d'hésitation. Pas de figure de retournement aussi à ce stade, mais au moins une canalisation et un marché qui reste propre et technique pour le moment. Ouais, bon. Et puis prenons l'indice CAC 40, alors avec la version cash en unité hebdomadaire. Et toujours, alors ce que vous nous décrivez depuis des semaines, là aussi, ces zones de concentration d'options, de couverture, qui permettent à chaque fois d'amortir les chocs que le marché encaisse depuis quelques temps maintenant. C'est probablement ça qui a contribué au fait que le marché n'accélère pas plus et même se permettre un rebond assez marqué. Donc on est allé chercher en point 6 et le petit ellipse bleu, pareil, la cible parfaite ou à quelques points près de la vague de Wolf. On a rebondi. Le contexte et le stress a fait que la zone de concentration d'options dans laquelle on se trouve est un tout petit peu plus large. C'est 6003, 6008 maintenant, au lieu d'être 6004 auparavant. Donc le niveau d'alerte est un tout petit peu plus bas, 6300, 350, reste un niveau vraiment à préserver. On voit aussi que la structure
baissière au-dessus, eh bien, va nécessiter du temps et du travail avant d'être débordé à nouveau. Donc on a des points intermédiaires, 6740, 6830, ce serait vraiment au-delà de 6913 et un peu au-dessus qu'on pourrait considérer qu'on reprend un peu de couleur. Ça n'est pas le cas. En revanche, sous 6003, il y a une concentration d'options entre 6000 et 6100, ça n'a pas changé. Et en dessous, c'est 5006. Donc le risque, c'est qu'on ait un marché qui soit moins, que l'effet des couvertures soit moins efficace sous les niveaux actuels et une accélération pour être plus brutale, évidemment. Bon, si on regarde le futur CAC, là, sur une unité de temps journalière, Romain, quels sont les enjeux très immédiats pour le marché parisien ? On a formé de la même façon quelque chose d'assez propre, un canal baissier de court terme que vous voyez en noir. On est maintenant dans une zone baissière de moyen terme, entre 6456 et 6556. La zone est large, mais le marché est hyper volatile en ce moment. On voit qu'on est allé buter sur la borne haute du canal en fin de semaine dernière et qu'on n'a pas réussi à le déborder. Donc on est toujours évidemment à baissier à court terme, mais on est baissier aussi à moyen terme, et ce, tant qu'on ne repassera pas ce niveau charnière, 6717, 6761. Ça, c'est vraiment un niveau clé. 6761 devient d'autant plus important. Il a été travaillé en fin de semaine dernière. On n'arrive pas à le déborder. On rouvre brutalement en dessous. C'est là le risque. Et puis c'est la zone pivot, là. C'est la zone pivot. Là, on ne serait pas haussier au-delà de ce niveau-là, mais on pourrait envisager la construction et le fameux rebond et cette vague B, et donc ce mouvement de rebond du Samorque pourrait se mettre en place au-delà de ce niveau-là. On n'y est même pas encore. Pour l'instant, on se défend sur des niveaux techniques qui, effectivement, sans former de nouveau plus bas. Un des grands enjeux sur le plan des devises, évidemment, c'est la question du dollar, alors qui fait office de valeur refuge. On le voit, le dollar qui monte contre toute devise aujourd'hui dans le contexte de tensions géopolitiques. Romain, graphiquement, qu'est-ce que ça peut nous donner comme idée pour la suite ? C'est que, comme le reste, tout fonctionne de façon extrêmement technique. On pourrait en parler sur les matières premières aussi. On avait une cible sur l'or à 1977 $ l'once. Il a tapé 1974, il est redescendu aussitôt. Donc il n'y a pas un actif refuge, mais il y a beaucoup de spéculation. Ça, c'est pas un signe non plus de marché très sain. Ouais. C'est-à-dire qu'on arbitre dans tous les sens et les algorithmes sont branchés à toute vitesse et les cibles sont atteintes, tout dépassées. C'est le cas sur le dollar qui se comporte de façon extrêmement technique aussi, toujours au sein de son canal haussier qu'on évoque maintenant depuis plusieurs semaines. Il est allé chercher la résistance à 97,72. Il rebute sous 96,60 et cette harmonie est visible aussi sur l'euro, qui est allé tout taper son support à 1,11, et ce qui laisse à penser que le mouvement est toujours haussier pour le dollar et toujours baissier à neutre donc pour l'euro dans l'immédiat. Mais cette grande harmonie dans le marché, dans ce contexte qui pourrait paraître et qui pourrait laisser à penser que les choses sont assez décousues. Sur le Brent aussi, 99,30, on allait chercher une résistance importante. Il y a des signaux de divergence qui se mettent en place. De là à shorter le pétrole, c'est pas à mon avis le sens dans le contexte, mais à montrer qu'il y a un mouvement pivot qui se joue sur les niveaux actuels et qu'il va falloir monitorer, observer dans les heures à venir, mais que tout ça reste encore très technique pour l'instant. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tant que c'est technique, on arrive à donner quelques perspectives, ou en tout cas on a des niveaux sur lesquels se raccrocher. Le risque, c'est que ça devienne moins technique et qu'on bascule dans quelque chose de beaucoup plus stressé, proche de la panique, c'est ça. Probablement plus brutal, plus stressé, et avec une logique sectorielle qui va être, comme elle est là, très concentrée, matières premières, etc. Il y a peu de choses qui ressortent, à part, on peut regarder de ce côté-là si on veut participer à un rebond de façon assez dynamique. Les technos US, tout ce qui est énergie, économie digitale, énergie renouvelable, il n'y a pas de gros changements sectoriels de ce côté-là. Ça frémit du côté de la santé aussi. Économie digitale, robotique et intelligence artificielle, techno US, ont l'air d'être un peu les refuges en dehors, évidemment, de tout ce qui est lié aux matières premières. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Que dire de la situation et de son impact sur l'économie globale au sens large et sur la partie américaine notamment? Nous en discutons avec Thomas Kosterg avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Question très ouverte. Bonjour, effectivement. Quels sont les canaux de transmission, les impacts potentiels de cette crise russe, des sanctions contre la Russie sur l'économie globale et l'économie américaine qui nous intéresse particulièrement avec vous Thomas? Oui, alors quand on regarde les conséquences, il y a toujours trois canaux à regarder. Le premier, c'est le canal du commerce. Le second, le canal financier. Et le troisième, et peut-être celui qui est le plus compliqué à juger, c'est le canal de la confiance. La confiance des ménages, la confiance des entreprises.
En ce qui concerne le PIB de la Russie, juste pour faire un petit point là-dessus, le PIB de la Russie, donc c'est 1500 milliards de dollars, ce qui est comparable au Brésil à 1400 milliards de dollars, ou sinon plus proche de nous à l'Espagne qui est à 1300 milliards de dollars. Je rappelle que la France est par exemple à 2600 milliards de dollars. Donc c'est une économie de taille moyenne. Au niveau des importations internationales, c'est le 16e exportateur mondial et le 21e importateur mondial d'après les chiffres de l'OMC. Le sujet, évidemment, est plus un sujet européen qu'américain en termes de dépendance commerciale et en particulier en termes de dépendance énergétique, puisque d'après les chiffres de Eurostat, notamment en termes d'importation de gaz, on est à 44% la part de marché de la Russie, devant la Norvège et l'Algérie, et à 25% pour le pétrole, devant les États-Unis et le Kazakhstan. Dans l'autre sens, évidemment, il y a quand même aussi des importations russes qui viennent d'Europe. Alors, en termes des importations mondiales de la Russie, les biens les plus importés, ce sont les médicaments, les pièces détachées automobiles, les automobiles et l'électronique et les téléphones portables. Voilà, ça c'est un peu la vue d'ensemble. On se rend compte qu'à travers tous ces canaux, notamment à travers le commerce, il va y avoir un impact, même si en effet le rôle de la Russie sur le plan mondial est à l'échelle de son PIB qui reste somme toute modeste par rapport aux autres grandes économies. Le deuxième point à souligner, évidemment, il y a un canal financier, notamment on voit ces mesures qui sont mises en place pour la place financière et en particulier pour les échanges de capitaux. Je voudrais donner juste un chiffre là, ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on avait 20% du marché obligataire russe qui était détenu par les étrangers d'après les données de la Banque centrale de Russie. Donc voilà, nous on essaie de décortiquer un peu toutes ces conséquences-là, avec encore une fois la conclusion principale, c'est que évidemment les liens avec l'Europe sont beaucoup plus importants que les liens avec les États-Unis. Les États-Unis sont beaucoup plus isolés quelque part économiquement de ce qui se passe à l'est de l'Europe. Est-ce que ça implique, Thomas, que la Réserve fédérale américaine n'a que peu de raisons de dévier de sa trajectoire de normalisation de sa politique monétaire ? Alors, pour la Réserve fédérale, le dilemme est que on voit déjà une tension donc, sur les prix du pétrole et les prix du gaz notamment en Europe. Donc là, il y a une conséquence inflationniste, donc à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis. On sait que la Réserve fédérale, ces derniers temps, était très sensible à l'inflation qui galopait aux États-Unis. Donc là, on ajoute au risque inflationniste. Néanmoins, et là j'insiste là-dessus, il y a aussi une tension en termes de conditions de crédit et conditions financières. On voit les spreads, les écarts de taux de crédit qui montent. On a eu ce chahut dans le marché action et ça pèse également. Donc je pense que net, oui, la Fed peut être marginalement plus inquiète de l'inflation, mais en même temps, il y a ce resserrement des conditions monétaires et de crédit et potentiellement, à vérifier encore, un potentiel impact sur le moral des affaires. Et donc net, moi je ne pense pas que la Fed va drastiquement changer sa politique. Mon scénario de base, c'est des hausses de taux de 25 points de base à partir du mois de mars à chaque meeting. Et l'été prochain, à mon avis, on pourra avoir une Fed qui fait une pause pour un peu revoir un peu l'impact des premières hausses de taux sur l'économie, puisque impact il y aura à mon avis. On a déjà vu les taux d'intérêt qui ont beaucoup réagi à la rhétorique très hawkish de la Réserve fédérale, et on devrait avoir avec un effet retard les impacts de cette communication hawkish sur l'économie potentiellement l'été prochain. Quand vous dites impact, Thomas, qu'est-ce qui effectivement permettrait à la Fed de justifier peut-être une pause, une position wait and see à un moment, après 4 hausses de taux, vous l'imaginez, Thomas? Est-ce que ça veut dire des destructions d'emplois? Est-ce que ça veut dire une forte baisse de la confiance des ménages du consommateur? Est-ce que ça veut dire déjà des conditions financières qui se seraient particulièrement resserrées? Oui, alors à l'heure actuelle, c'est assez probable que la Fed monte les taux au mois de mars malgré les événements. Pourquoi? Parce qu'on a ce contexte inflationniste. Et deuxième point, le consommateur américain va très bien. Mois après mois, on a des données qui montrent
une très bonne tenue de la consommation américaine, voire trop bonne tenue, puisque quelque part, c'est un peu aussi la responsabilité de ce consommateur pour les tensions inflationnistes actuelles. Maintenant, si on se projette dans 6 mois, il faut quand même se rappeler que du contexte, c'est-à-dire que le stimulus budgétaire va commencer à s'étioler et on devrait aussi avoir l'effet, avec un effet retard, donc de la hausse des taux qu'on a vu, des taux long terme, taux court terme, qui devrait affecter potentiellement le consommateur américain. Donc oui, il y aura cette dynamique de comment le consommateur américain va se comporter cet été. Et la deuxième chose, c'est évidemment aussi les conditions financières et monétaires. La Fed reste très sensible par rapport à ces conditions financières et monétaires. Encore une fois, à l'heure actuelle, elles ne sont pas, il n'y a pas eu de détérioration suffisante pour faire arrêter net ce début de hausse de taux. Mais voilà, l'été prochain, je pense qu'une fois que quelques hausses de taux seront déjà enclenchées, et aussi, je rappelle, le début de la baisse du bilan sera également enclenché, il pourrait y avoir un peu plus d'appétit pour faire une pause et un peu faire ce qu'on dit en anglais un reassessment. On va recalibrer potentiellement la situation. Est-ce qu'on peut imaginer une forte divergence entre la Fed qui entamerait son cycle comme prévu avec 4 hausses de taux à partir du mois de mars, Thomas, et la BCE? Vous l'avez souligné, effectivement, le risque macroéconomique est quand même beaucoup plus important pour la zone économique européenne, pour la zone euro, que pour les États-Unis. Et est-ce que ça peut avoir des implications assez fortes sur le dollar, qui en plus est une devise refuge dans le contexte aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir des tensions là sur la parité euro-dollar qui seront des éléments importants pour les investisseurs? Tout à fait. Alors, concernant le dollar, voilà, il se renforce. Alors, il ne se renforce pas de façon exceptionnelle, ou en tout cas pas autant pour nécessiter que la Fed se mette à faire une pause sur ces hausses de taux. Mais clairement, point numéro 1, il y a une dichotomie entre la BCE et la Réserve fédérale aux États-Unis, qui est liée notamment par rapport à ce contexte macroéconomique que j'ai dépeint. Une petite parenthèse d'ailleurs que je voudrais signaler, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un renforcement de la monnaie chinoise, le renminbi, qu'on voit ces derniers jours se renforcer. Et ça, d'ailleurs, ça coïncide. Ce qui est assez intéressant, on parle de SWIFT, mais il y a eu des données statistiques de SWIFT qui ont montré que la monnaie chinoise, le renminbi, c'est monté à 3%, c'est un nouveau record historique, à 3,2% des échanges dans SWIFT. Donc on a en fait une monnaie chinoise qui a l'air de prendre aussi de l'ampleur, à la fois en termes de sa valeur contre le dollar, mais aussi également en termes d'échanges dans ce système SWIFT. Et ça, c'est un événement assez intéressant, je pense, à regarder de côté en parallèle de cette crise en Europe de l'Est. Ouais, la montée en puissance de l'internationalisation de la devise chinoise, alors là, qui fait partie des objectifs stratégiques affirmés et réaffirmés par Pékin ces dernières années, y compris dans les échanges internationaux. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour votre éclairage sur la situation actuelle et les enjeux pour la Réserve fédérale américaine. Je vous rappelle qu'on aura 2 communications de la part de Jérôme Powell cette semaine devant 2 commissions de la Chambre des représentants et du Sénat, puisque le président de la Réserve fédérale américaine doit témoigner comme tous les 6 mois devant les parlementaires américains à partir du milieu de semaine. La première audition est prévue ce jeudi 3 mars devant la Chambre des représentants américains. Voilà pour les enjeux en matière de politique monétaire et évidemment les impacts de cette crise géopolitique majeure sur l'ensemble de l'économie et des banques centrales du monde. Thomas Koster, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Nous nous retrouvons bien sûr en direct ce soir à 17h sur Bismart.